Eh bien bonjour, bienvenue dans la cave. C'est une émission très spéciale aujourd'hui parce que c'est pas moi qui vais parler, c'est deux invités formidables, Maxime Fontaine tout d'abord et ensuite Éric Derian, connu sous le nom de Turalo. Ils vont chacun vous présenter 6 bandes dessinées que j'ai choisies pour eux, ils ne savent pas ce que c'est, et donc ça va être un petit peu une espèce de blind test pas aveugle. A tout de suite. Salut tout le monde, je squatte la cave de Pascal, donc on fouille un petit peu dans ses trésors, c'est bien. On commence. Ah super, ah là là, Descente aux enfers, ça c'est un de mes... En plus c'est un de mes albums X-Men préférés. Ah, j'ai une affection particulière pour celui-là parce qu'il est centré sur un personnage fétiche, Diablo, donc qui va comme ça... qui est aidé par le Docteur Strange et qui est parti comme dans des... Allez, hop là, on rencontre même sa belle-mère, là, Margali Zardos. Donc en fait, c'est le moment où les X-Men partent dans un truc hyper fantastique. C'est la grande époque de Claremont, en fait. Hein. C'est le line-up, mon line-up préféré, où il y a Tornade, Colossus, tout ça, toutes les créations de Dave Cockrum. C'est génial. Voilà. C'est le moment où Claremont est en roue libre. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment la grande époque, j'adore. C'est les grandes années X-Men pour moi. Ensuite, Hulk contre Quasimodo. Ah là là, la période. Ça me rappelle tellement la série des années 70 où t'as Bruce Banner et tout. Le Hulk et tout. C'était... Bah écoute, en fait, je le connais moins. Je suis moins. Tu vois, je suis plus. J'arrive là, moi. Ouais. Ça, c'est avant moi. Mais j'en ai eu plusieurs en main et c'était évidemment toujours intéressant. Le crossover bizarre entre des. C'est trop bizarre. Ouais, c'est ça. Le côté Victor Hugo avec rencontre Hulk. Pourquoi pas. Ah, les crostons, ça c'est bon, ça. Ça c'était par De Liège. Paul De Liège qui a fait le Trou du Souffleur dans Spirou, qui est connu pour la série Bobo. Et donc en fait il est parti avec ces sortes d'anti-héros là, les crostons qui sont ces petits personnages. C'était à la fois mignon et puis pas vraiment subversif, mais un peu, voilà, c'était des anti-héros, c'était très chouette. Puis j'aimais bien le trait de Liège. Ça n'a pas duré, ça n'a pas marché les crostons. Hein. Ça n'a pas marché, c'est un truc... ils étaient plusieurs, ils complotaient tout le temps. Ils étaient tout le temps à inventer des plans, à partir dans des histoires. C'était chouette les crostons. J'aimais bien. Hop. Alors ça, mais je ne connais pas mon Pascal. Non, tu connais Kaamelott 3000. Ça a l'air bien kitschoun. C'est un chef-d'œuvre, c'est Brian Bolland. Ah oui, c'est du grand nom même, oui. Ah, tu connais pas ça du tout? Eh ben non, tu vois, je n'ai pas eu ça. Mais c'est beau, hein, je découvre. Mais je vais peut-être te le piquer, hein, tu vas pas t'en rendre compte. Une fois que la vidéo sera finie, moi j'aurais piqué Kaamelott 3000. Regarde, il y a du Arthur en version super héroïque et tout. C'est vraiment très bien. Il y a du Merlin, il y a... Il y a des samouraïs. C'est la réincarnation des chevaliers de la table ronde en l'an 3000 qui se réveillent pour vaincre une race extraterrestre. C'est merveilleux. Là, tu nous vends du rêve, hein. C'est dynamique, c'est beau, c'est... Ils l'ont réédité en intégrale il n'y a pas longtemps. Je sais plus. C'est très crypto-gay, ça va me plaire beaucoup. Ah, ça je connais pas. Franchement, tiens, je vais découvrir le blog de Franquin. Ça, écoute. C'est étonnant, hein, c'est étonnant. Ça a l'air un peu iconoclaste hein, quand même. Hein. Un petit peu... Moi, j'aime pas trop les gens qui sont pas, ils sont pas respectueux de l'œuvre des autres. Là, ça part dans des... Oh, puis ça part dans des trucs de... Oh, je sais pas dans quoi ça part, mais... C'est quoi, c'est Piac et Turalo? Non, c'est pas mon kiff. Hein. Tu m'excuseras. Je préfère la mutante. Je préfère. Jiménez, voilà. Hop là. Oh là là. Il y a des pages qui collent, c'est normal, Pascal? C'est... Ah ouais, oui, j'ai compris, il y a du Nibar, donc forcément il y a des pages qui collent. Non, c'est l'antiquité du... Mais voilà, mais ça c'est de la vraie bande dessinée. Là on est sur autre chose, comme c'est pas sur ces trucs là iconoclastes. Non mais franchement, pourquoi les gens font ça? Pour finir. Alors. Ah, ça c'est bien ça aussi. Oh là là, non mais attends, ça c'est chef-d'œuvre de l'érotisme. Grandes années, c'est les années 80-90. J'étais fou, c'est les premiers émois sexuels. Là.
Et t'as l'intégrale de la Ah oui, oui, ouais, oui. parce que, en fait, je Jonah, sais jamais vraiment ce qui se existe. passe. Non, mais En ce fait, qui existe de cette collection. Le en fait. scénario était complètement tarabiscoté, c'est-à-dire que ça partait dans des fantasmes et tout. C'est-à-dire en fait c'était un prétexte pour mettre cette héroïne dans toutes les situations possibles et imaginables. Elle rencontrait des mutants, elle était dans ses cauchemars en fait. Elle était et puis ça partait en cacahuète. Et puis t'avais voilà, c'était très très inspiré de Aliens, The Thing et tout, à la sauce érotique en fait, où il se passait des trucs très chauds. Donc pour les adolescents qu'on était, on matait ça comme ça, t'es là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bonjour madame. Bon bah merci. Mais il n'y a pas de quoi. Écoute, je m'en vais avec tout ça. Ben, merci beaucoup, c'est vachement sympa. Je prends tout et puis allez, même le truc un peu iconoclaste, allez, je vais me le faire quand même, ça va. Voilà. Je vais laisser la place. Salut tout le monde. Ah, vous êtes là. Salut. Eh bien, bienvenue pour cette deuxième blind test de l'invité spécial. Turalo est avec nous et je lui ai fait une petite sélection de livres. Alors, on va peut-être, voilà, on commence par un petit classique. Ah, alors on commence par un classique, mais alors, donc Tilieu et une enquête de Gilles Jourdan, les cargos du crépuscule ici. Je vais décevoir Pascal et certainement beaucoup de gens derrière leur écran. Je suis très peu connaisseur de Tilieu. Je suis arrivé à la franco-belge de ce type-là directement par Greg et Franquin. Donc post-Tilieu, et je me suis toujours beaucoup plus éclaté, même si je reconnais évidemment l'héritage et l'importance qu'a pu avoir Tilieu sur la bande dessinée de ces années-là. Évidemment, sans lui, il n'y aurait pas eu les autres, il n'y aurait pas eu les gosses, il n'y aurait pas eu les payeux, il n'y aurait pas eu tout ce monde-là. Mais je connais très mal, très très peu, et j'avoue n'avoir jamais eu un intérêt personnel pour son travail, qui est quand même extraordinaire. Non, faut remarquer quand même que tout ce qu'on a aimé chez les personnes qui sont arrivées derrière lui était déjà dans son travail. Donc je sais pas, un jour, c'est peut-être l'occasion, avant mes 50 ans, il faudrait peut-être que je lise Tilieu. Hein. Par la suite, alors, aïe, décidément tu m'as sorti des trucs que je connais mal. Ah bah, Aïe, un magazine que je tiens pour la première fois entre mes mains. Mensuel de bande dessinée numéro 1, 9 francs, 65 francs belges à l'époque. Une couverture de Fred Jalin. Fred, je t'embrasse. Et où on retrouve à l'intérieur toute la jeune garde, justement, d'après les gens qui sont passés après Tilieu. C'est le après-après. Ce sont les petits-enfants de Tilieu. Là, on retrouve quand même des page absolument magnifique de je mange son nom, je suis désolé, c'était Bercovici, le Berco, celui qui plus tard fera Les Femmes en Blanc. Vous voyez quand même l'évolution du graphisme. Il avait un graphisme vraiment extraordinaire à ses débuts. C'est resté un grand faiseur, mais il y a forcément des choses très très bien à l'intérieur. Je suis désolé, là je reconnais le dessin, mais je sais plus, oui, ça. Non, c'est du Lejeune. Il n'y a pas eu beaucoup de boulot de Lejeune, mais vraiment des jolies pages, un dessin très fouillé en noir et blanc, qui n'est pas sans évoquer les idées noires de Franquin, puisqu'il faut toujours tout ramener à Franquin. On retrouve du Tito d'avant Tendre banlieue, un dessin déjà très, très statique, mais pas sans qualité. C'est chouette ça, dis donc, t'as trouvé ça où? je l'ai acheté en librairie à l'époque. Acheté en librairie à l'époque, du Stéphane Coleman, qui se fera remarquer par la suite, longtemps après, pour sa série jeunesse Billy the Cat. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Qui c'est ça? C'est pas ceux du Coleman aussi. Attends, du Philippe Dupuis du tout début, oui, celui qui deviendra le Dupuis de Dupuis et Berberian. Regardez ce travail pointilleux qui n'est pas sans évoquer le travail de Lelon sur Carmen Cru, voilà. Excusez-moi, on sort d'un repas un peu arrosé uniquement de sirop d'érable. Mais ça c'est beau ça aussi, qu'est-ce que c'est ça?
Du Herman, écoutez, décidément, hein, voilà. Du beau Herman, qui n'était certainement plus un petit jeune à cette époque-là. Il y a des très très belles choses, là, une très belle exploitation du noir et blanc. Très très chouette. La revue Aïe, est-ce qu'on va finir du Petit Luc aussi, d'avant les rats, mais c'était déjà les rats. Du beau, c'est du beau. Alors là, écoute, belle trouvaille, jeune homme. On est vraiment dans des trucs de bonne qualité, là, de bonne qualité. C'est qui ça? Hollandi, tiens. Hollandi, quelqu'un que je ne connais pas. Peut-être François Hollande avant l'heure, avant la politique. Voilà. Et pour terminer, une petite de quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément ni marqué son époque, ni marqué son nom. La boîte de Pandore, une petite bande dessinée en couleur, toute mignonne, pas très maîtrisée. Ce serait pas étonnant que ce soit le travail de quelqu'un que l'on connaît maintenant, mieux maîtrisé. On le retrouve dans Pif. Qu'on le retrouve effectivement au sommaire du nouveau Pif. C'est un festival, donc nous sommes effectivement dans ma catégorie de bande dessinée, mais parmi tous les trucs que je connais pas ou qui ne m'ont jamais intéressé. Je trouve que je te connais bien. Les tuniques bleues, un chariot dans l'Ouest, époque Raoul Cauvin, mais c'est encore le dessin, puisque c'est le numéro 1, c'est le dessin de Louis Salverius, qui sera ensuite, à sa mort, je crois, remplacé par Lambil, qui fera pléthore de tuniques bleues derrière. Et d'ailleurs, il est toujours en train de faire le tunique bleu d'avant celui qui va paraître bientôt. Enfin, c'est un micmac chez Dupuis. Ils savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'était beau, Salverius. Voilà, on était sur des gens. Alors, ce qu'a fait Lambil derrière était très très bien aussi. Excellent dessinateur de chevaux et de mains, Lambil. Et aussi d'ailleurs excellent dessinateur réaliste malgré tout. Il aura fait des choses incroyables. Salverius, je connais peu. C'est quelqu'un dont le dessin m'intéresse beaucoup, mais je serais même infoutu de dire ce qu'il faisait avant ce numéro 1 des tuniques bleues. Des très très beaux contre-jour là, du travail de silhouette tout en finesse. On remarque quand même une filiation forte entre ces tuniques bleues de Salverius et le Lucky Luke de Maurice. Bien. Ensuite, alors, écoutez, ça, je ne connais pas non plus. Mon camarade Maxime Fontaine, qui vient de me cracher à la gueule. Voilà, alors ça c'est les tout premiers boulots que l'on a pu connaître de Max. Les chroniques d'une famille recomposée. C'est un truc un peu, c'est ce qu'il y a de pire, je pense, dans le blog BD, des espèces de petits gags d'un quotidien de personnes qui nous intéressent pas forcément. Très égocentré, vous voyez, ce mec passait son temps à se dessiner. Alors maintenant, il a vieilli, vous venez de le voir, il ressemble plus à grand chose, donc il a arrêté de se dessiner. Alors que certains se bonifient avec l'âge, il faut remarquer. Et c'était plutôt mignon. C'était des éléments de son quotidien. De papa solo qui essaie de remonter une petite vie. Il y a même une page où je suis moi. Nous remarquons les camarades ici. Bisous aux camarades de l'atelier Pop à Tours. Je vous aime. Voilà. Je vous aime, vous. Oui, par contre, ne me parlez plus de ce fiefé fripon de Maxime Fontaine. Et là, on termine par un truc où, là aussi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais tellement amateur du travail de Chaland. Chaland, la comète de Carthage, c'est assez marrant que ce soit précisément celui-là qui vienne dans mes mains, parce que Chaland lui-même a été une comète dans l'univers de la bande dessinée. C'est un garçon qui a eu 10 ans pour s'exprimer dans le milieu de la bande dessinée, avant de mourir tragiquement dans un accident de voiture. Il y traîne quelque part sur internet aussi un formidable reportage dont j'ai oublié le nom, je crois que ça s'appelle Le Mystère Chaland, peut-être l'énigme Chaland, Le Mystère Chaland, qui retrace un petit peu le travail de ce personnage à travers des témoignages de gens qui l'ont connu. C'est étonnant le poids qu'a pu avoir sur une carrière aussi courte Chaland. Il y a notamment un très beau témoignage de l'ami Zep,
qui signifie de façon très précise et très juste quelque chose de d'étonnant dans le travail de Chaland, c'est qu'il n'y a rien à jeter dans tout le travail de Chaland. Il n'y a pas un boulot feignant, il n'y a pas un boulot raté, alors que tous les gens dont on apprécie le travail et qui n'a absolument pas à remettre en cause, les Gottlieb, les Franquin, etc., même voilà, tous les Bilal, même les Tardy, parlons plutôt de Tardy que de Bilal, on remarque à certains moments des moments fatigués dans la production, des trucs moins intéressants, des trucs un peu plus à la va-vite, etc. Chaland, il n'y a rien de tout ça. Chaland aura été le dernier héritier. Il en reste encore aujourd'hui des héritiers, mais avec un tel brio, une telle maestria sur la ligne claire, sur cette bande dessinée qui n'existait déjà plus de façon légitime lorsqu'il a commencé à travailler, cette ligne belge des années 50-60 qu'il a ramené sur le devant de la scène. Le travail de Chaland est... Oh, j'ai déjà montré cette page-là, mais elle est vraiment très très belle, donc c'est le hasard du feuilletage. On a vraiment... voilà, Chaland, irremplaçable Chaland, et trop court Chaland. Je vous conseille notamment, parmi l'œuvre de Chaland, il y a un album qu'il avait réalisé pour Bayard, à l'époque même dans Astrapi, Adolphus Clar, un vrai petit bijou de bande dessinée pour le jeune public. Je crois que Pascal Oum m'a préparé encore un dernier petit truc, probablement un truc que je connais pas du tout, voire même je le connais un tout petit peu, peut-être un truc que je déteste. Oh là là. Et mais non, il m'a gâté, en fait, vous voyez, je dis du mal. Alors là, on a Superbe, un album qui est un album en fait d'une série de au moins deux qui ont ensuite été collectés dans un joli recueil. Donc Jacques Loeb et Robert Gigi, ceux venus d'ailleurs, un boulot extraordinaire qui doit dater des années 82, entre 79 et 82. Attendez, excusez-moi. Oh non, mais beaucoup plus tôt. Les bouquins sont sortis en 73 et je crois que c'était publié par épisode dans Pilote. Je dis peut-être des conneries parce que vraiment je pète plus haut que mon cul, j'y connais rien à la bande dessinée en vrai. Là c'est surtout pour ton côté passionné. Oui, voilà, surtout. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que Jacques Loeb et Robert Gigi, un auteur dont on connaît très très peu le travail, très méconnu, alors qu'en fait c'était un grand, c'est même lui qui a fondé la section bande dessinée des Beaux-Arts d'Angoulême au début des années 80 et qui a été un grand professeur pour pas mal de mes camarades. Moi, je suis arrivé après Robert Gigi, j'ai pas eu de bol, j'ai eu les autres. Et donc Robert Gigi et Jacques Loeb évidemment, le compagnon de Pichard, Paulette, Submerman, enfin Jacques Loeb, le grand Jacques Loeb, qui se sont intéressés justement aux histoires de témoignages ovni, dont je suis friand, et pas que en bande dessinée. J'ai plein de petits bouquins, j'ai vu un Jean-Claude Bourré là, qui traînait, parce qu'il me met tout sur le dos, mais il est comme moi en fait, le Scalum. Voilà, des histoires formidables, documentées, qui mettent en scène des témoignages au plus proche de l'essence même du témoignage. Il n'y a aucune prise de parti, au contraire, ils vont plutôt dans l'enquête, et ce sont vraiment des chouettes petites histoires, voilà, qui sont expliquées comme elles se sont passées. Non pas comme elles se sont passées, mais de façon objective, comme elles ont été décrites, et la plupart du temps décrites sincèrement par des personnes qui pensent avoir vécu ce genre de rencontre. Merci beaucoup. Des bisous.